Si vous voulez bien vous asseoir, qu'on puisse démarrer, parce qu'on a des contraintes horaires de location de la salle. Merci. Donc, bonsoir et merci de votre présence ce soir. Donc, la conférence de ce soir est organisée et vous est proposée par l'AGET, l'association Jaurès Espace Tarn, et le planning familial du Tarn. Donc, cette conférence Genre et féminisme, histoire et enjeux, sera animée par Fanny Gallo, historienne, qui est déjà venue proposer une conférence lors du colloque de la JET il y a 2 ans. Et dans quelques minutes, Nadine Tools du planning familial vous présentera plus en détail la conférence et les travaux de Fanny Gallo. Avant cela, juste quelques informations concernant la JET. Donc la JET, vous connaissez la plupart, c'est une association d'éducation populaire qui organise tout au long de l'année dans le Tarn, dans différents lieux du Tarn, des conférences, des ciné-débats, afin de favoriser la réflexion, les rencontres, les échanges entre citoyennes de tous horizons. Et dans l'époque que nous traversons, la JET est plus que jamais convaincue de la présence nécessaire de la pensée de Jaurès et de son actualité. Alors, juste quelques mots pour vous présenter les conférences à venir d'ici juin. Alors, fin 2025, vous le savez, nous allons célébrer les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Et dans cette dynamique, l'AGET vous propose une conférence sur le thème « Laïcité, où en est la gauche ?» le mardi 27 mai à Albi, conférence animée par l'historien Roger Martelly. Et le mercredi 19 juin à Castres, une conférence sur l'histoire des luttes environnementales animée par Alain Boscus. Puis, temps fort, nous sommes en train de préparer pour le samedi 4 octobre 2025 à Bessoulet, c'est la maison de campagne de Jaurès, approche de Villefranche d'Albigeois, une journée des Jaurésiens, co-organisée par l'AGET et par les Amis de Jean Jaurès de Toulouse, qui est une association présidée par Rémi Pêche. Les tables rondes de cette journée s'articuleront autour de l'idée « Comment Jaurès peut nous aider à penser les bouleversements actuels du monde ?» Vraiment d'actualité. Alors bien entendu, vous pouvez suivre l'agenda des conférences à venir sur le site de la JET ou en vous inscrivant à la newsletter. N'hésitez pas, il y avait une feuille à l'entrée, vous pouvez donner votre adresse mail. Et avant de passer la parole à Nadine, je voudrais préciser que bien que les conférenciers interviennent gracieusement, nous les indemnisons toujours pour les frais de déplacement. Donc, même si l'entrée est gratuite, la sortie est au chapeau. Voilà, alors je vais laisser Nadine présenter la conférence de ce soir. Bon, merci à toutes et tous d'être venus donc nous rejoindre ce soir. Je vais vous présenter le planning familial, qui est une association loi 1901, une association féministe qui lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Nous avons aussi des permanences d'accueil, de conseil, d'orientation et faisons des interventions collectives sur l'égalité et sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Nous avons déjà co-organisé avec la JET un ciné-débat avec le film Les Croisés contre-attaquent sur l'offensive menée en Europe par les opposants et les opposantes à l'IVG. Aujourd'hui, nous avons affaire à un mouvement à l'échelle mondiale, des forces réactionnaires qui attaquent les femmes, les minorités de genre, les orientations sexuelles, etc. La liste est longue. Et des forces qui ne supportent pas que ces catégories parlent et revendiquent leurs droits. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Fanny Gallo pour éclairer comment et pourquoi ces débats sont portés sur le devant de la scène et sont un peu utilisés comme des épouvantails. Fanny est historienne, membre du Centre de recherche en histoire européenne comparée et enseignante à l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE, de Créteil. Voilà, vous avez aussi une petite table avec un flyer de présentation du planning, un bulletin d'adhésion et des livres de Fanny, si vous souhaitez. Voilà, continuez plus loin la réflexion. Merci.
Donc, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, je suis Fanny Gallo, je suis enchantée d'être ici. Je ne vais peut-être pas trop détailler par rapport à ce qui vient d'être dit sur qui je suis, mais si ce n'est que, effectivement, j'interviens en fait à plusieurs titres, en tant que chercheuse et en tant qu'historienne, en tant que formatrice d'enseignanteux, donc à l'INSPE de Créteil, dans le cadre de la formation des enseignanteux, notamment sur les questions de genre et en histoire et sur les questions relatives aux discriminations ethno-raciales. Et par ailleurs, voilà, je suis aussi du coup syndicaliste depuis longtemps et militante féministe depuis encore plus longtemps en réalité. C'est aussi informé de tous ces éléments-là finalement que je vais vous faire la présentation de ce soir. Alors, on a conçu cette présentation un peu collectivement. L'idée, c'était de faire un petit tour d'horizon formateur, on va dire. Donc, c'est à la fois une conférence, un peu une formation qui revient un peu sur les fondamentaux, en gros, de genre et féminisme, à la fois d'un point de vue historique et jusqu'aux enjeux contemporains, pour essayer un peu de saisir ce qui se joue effectivement aujourd'hui. Je terminerai par toutes les attaques d'extrême droite qui sont menées, à la fois en France et ailleurs, puisque par ailleurs, je reviens tout juste d'Argentine, où j'ai passé 2 mois et demi. Donc, ça sera, ce que je dirais sera peut-être aussi informé de tout ça. Et on pourra ensuite échanger collectivement. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite, puisqu'on me l'a dit plusieurs fois. Alors, n'hésitez pas, parce que certaines personnes m'ont déjà entendu à Albi, et il paraît que j'ai un débit, donc c'est pas que, je sais que j'ai un débit très important. Donc, vous pouvez me faire, si vous me faites ça, en fait, je vais sentir que je suis en train de partir, voilà, et je ne serai pas du tout vexée. Voilà, donc on va d'abord un peu revenir justement sur les enjeux historiques. Plutôt pas, je ne vais pas faire une ample histoire des féminismes, vous imaginez bien que ça pourrait être des cours magistraux de 24 heures, donc on ne va pas faire ça, c'est simplement quelques repères, et en plus je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui sont déjà au courant, que je vais ensuite envisager dans son articulation avec le mouvement ouvrier traditionnel globalement, puisque les enjeux en fait qu'on retrouve aujourd'hui, ça vous étonnera pas, mais en fait ils sont liés à l'histoire et à la construction aussi du mouvement ouvrier, et puis donc l'actualité de ces questions et l'offensive de l'extrême droite. Alors peut-être pour commencer, quelques éléments de base sur l'histoire des féminismes et pour avoir un peu en tête les débats à la fois historiographiques et les débats stratégiques, militants, féministes, autour de ces questions. Pendant très longtemps, on a parlé de vagues féministes, c'est-à-dire de creux de la vague et de haut de la vague, globalement, c'est-à-dire des moments où finalement il y a le développement d'une contestation féministe très forte, et pendant tout un temps où il y a un creux de vague et où globalement il ne se passerait pas grand-chose, quoi. Alors, cette conceptualisation-là, aujourd'hui, elle est remise en cause par les historiennes, donc pour plusieurs raisons, la première étant qu'en réalité, c'est assez difficile de considérer, par exemple, que le deuxième siècle, qui sort en 1949, est dans le creux de la vague, puisque globalement ça voudrait dire ça, je vais revenir après sur quand même les grands moments, les grandes scansions, mais globalement ça voudrait dire que des ouvrages importants comme celui-là, qui ont eu des répercussions importantes, se situent en plein creux de la vague, ou encore, peut-être pour les plus anciens, les plus anciennes, que tout ce qui s'est passé dans les années 60, c'est-à-dire avant 1968, où on a une effervescence, par exemple, dans les cadres syndicaux, ou encore en relation avec le Parti communiste, etc., tous ces moments-là, finalement, ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas existé, puisqu'on prendrait en considération uniquement le moment de l'explosion des années 70, ou encore d'autres moments très importants antérieurs dans le cadre du mouvement suffragiste.
Donc, cette question en termes de vagues, aujourd'hui, elle est remise en question. Et elle est aussi remise en question parce que il y avait l'idée que voilà, la première vague, ça correspond au moment suffragiste, au mouvement suffragiste, c'est-à-dire aux mobilisations pour l'obtention du droit de vote, tandis que la deuxième vague correspondrait au moment pour le droit à disposer de son corps, le droit à l'avortement et la contraception, alors même que pendant le mouvement suffragiste, il y a déjà des revendications pour le droit à disposer de son corps, pour le droit à l'avortement et la contraception. Donc ça, c'est un deuxième élément de remise en cause. Et bien sûr, ensuite, le troisième élément de remise en cause, c'est la question des temporalités et l'idée que finalement, c'est une acception qui est aussi très occidentale, celle de dire d'abord le droit de vote, puis le droit à l'avortement et la contraception sur ce type de timing-là. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui peut s'appliquer aux pays, par exemple, du Sud global et qui, voilà, dont les temporalités n'ont pas du tout été les mêmes, dont les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et là, je peux le dire d'emblée, voilà, l'Argentine a eu le droit au mariage égalitaire, ils appellent ça comme ça, quelques années avant la France. Ils ont déjà une loi pour choisir son identité de genre, ce qu'on est bien loin d'avoir, et ils ont eu le droit à l'avortement en 2020. Donc, bon, c'est évidemment des temporalités qui ne sont pas les mêmes, qui sont liées à des contextes particuliers, et donc, du coup, on peut difficilement homogénéiser une histoire mondiale des féminismes qui serait première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Bon, voilà. Alors, cela dit, c'est quand même important d'avoir un peu en tête ces moments-là, puisque ça nous permet aussi de comprendre donc, ce qui se joue, par exemple, dans l'histoire française, et ça permet aussi de voir certains éléments de circulation. Et enfin, d'un point de vue peut-être plus militant, plus stratégique, plus féministe, ça induit aussi des débats. C'est-à-dire un des débats du moment, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est est-ce que ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, parce que là on commence à changer peut-être un peu de phase, on ne sait pas trop, mais est-ce que ce qu'on a vécu dans les années 2010, c'est la quatrième vague, ou est-ce que c'est la troisième vague? Sous-entendu, est-ce qu'il y a eu une véritable troisième vague à la fin des années 90, au début des années 2000, dans le sillage du mouvement altermondialiste qui se déploie, et les contestations aussi qu'on a connues en France, pour, voilà, par exemple, le mouvement de novembre-décembre 95, il a été aussi marqué par une manifestation féministe qui, à ce moment-là, était historique en France, 40 000 personnes réunies à Paris, c'était la plus grosse manifestation féministe, depuis on en a eu des encore plus grosses, mais en tout cas, ça a été le moment d'un renouveau féministe, la fin des années 90 en France, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais du coup, la question, c'est, voilà, si on dit qu'aujourd'hui c'est la quatrième, ça veut dire qu'il y a une troisième. Si on dit qu'aujourd'hui c'est la troisième, ça veut dire qu'on annihile, on invisibilise complètement ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et évidemment, ça fait aussi débat dans le mouvement féministe, pas seulement en France, puisque par exemple dans l'État espagnol, ça fait aussi discussion. Donc ça, c'était pour voilà, reprendre un peu ce cadre-là. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le mouvement suffragiste. En revanche, je vais vraiment essayer de m'arrêter sur ce qui s'est joué dans les années 70, puisqu'en fait, ce qui s'est joué dans les années 70 autour du droit à disposer de son corps et de tous les débats stratégiques féministes que ça a produit, en fait, ça rejoint finalement tout un tas de débats stratégiques que nous avons encore aujourd'hui. Donc, c'est très directement connecté, et du coup, ça permet aussi de peut-être mieux comprendre les soubassements de ces discussions. Alors, le premier point sur le mouvement, le moment, ça va, là, je parle pas trop vite, ça va à peu près. Le premier point sur les années 70, c'est que ce mouvement, il est le produit de la contestation de mai-juin 68. C'est-à-dire qu'on a une contestation de masse en mai-juin 68, avec un mouvement étudiant, voilà, on le sait, mais une grève générale aussi, enfin une grève pas tout à fait générale, mais on ne va pas rentrer dans la discussion, enfin une grève très importante de masse,
avec en même temps une remise en cause de l'ordre établi très importante. Et dans sa dimension aussi, évidemment, dans ses dimensions matérielles et les revendications matérielles qui peuvent être portées, mais aussi dans l'enjeu idéologique de la société qu'on a envie de construire, de la mise en cause, par exemple, de normes éducatives, etc., enfin, de modèles autoritaires, en fait, antérieurs, qui explosent au moment de cette contestation de mai-juin 68. Donc, le mouvement mai-juin 68, il produit et là je cite un historien qui s'appelle Xavier Vignat, une sortie de la marginalité des groupes d'extrême gauche, qu'ils soient trotskistes ou maoïstes à l'époque, c'est-à-dire que ce moment-là fait que des petits groupes antérieurement deviennent pas forcément des groupes de masse, mais en tout cas beaucoup plus influents juste après mai-juin 68, et du coup avec cette idée que la révolution va arriver. Pour plusieurs de ces groupes-là, il y a vraiment cette idée que mai-juin 68, ça a été une sorte de répétition générale et que voilà, il y a une effervescence dans la société française qui va faire que la révolution va arriver. Et alors le mouvement féministe, il naît là-dedans. Et ça, du coup, petite parenthèse déjà, c'est que, en fait, ça n'a pas été le cas qu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des intrications fondamentales entre le mouvement social, le mouvement ouvrier, les grèves qui peuvent exister et les élaborations féministes. Ça s'est déjà produit, par exemple, au moment de la Commune de Paris. Ça s'est déjà produit, par exemple, en 1936. Ça s'est déjà produit à plein d'autres moments. Ça s'est produit et ça se reproduit après, quand je parlais tout à l'heure de novembre-décembre 1995, ou encore plus récemment, toutes les mobilisations contre les réformes des retraites, où on voit très bien que dans le sillage de ces mobilisations, on a des revendications féministes qui émergent, qui font que ces mobilisations, elles deviennent explicitement féministes. Bon, mais juin 68, c'est pas ça. Mais juin 68, on a des leaders masculins, on a des femmes présentes partout qui font grève dans toutes les manifs, etc., etc. Mais on n'a pas du tout cette question féministe qui est explicitement présente, à part quelques petits groupes qui existent à certains endroits, qui s'organisent pendant la période, mais ça arrive après. Et ça arrive après dans le sillage, enfin, dans le cadre de ces mouvements d'extrême gauche qui émergent. Et c'est pour ça que j'en parlais, c'est-à-dire que ces groupes interviennent de façon permanente. D'ailleurs, c'est beaucoup des étudiantes, ou bien, bon, il n'y a pas que des étudiantes, parce qu'il y a aussi, en tout cas, une volonté d'avoir une intervention ouvrière, etc., etc. Mais dans le cadre donc de ces groupes-là, il y a l'idée. Petit à petit, il y a des femmes, des féministes qui, à un moment donné, se disent « Non, mais en fait, vous êtes en train de nous la faire à l'envers. Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre. » C'est-à-dire que, donc, dans ces groupes d'extrême gauche, il y avait cette idée que, sous couvert de jouissance sans entrave, etc., les leaders masculins pouvaient constituer un groupe de femmes autour d'eux avec lequel ils pouvaient coucher comme ils voulaient, et si elles ne voulaient pas, elles n'étaient vraiment pas libérées. Et donc, du coup, évidemment, au bout d'un moment, les militantes, elles se disent, là, non, c'est pas possible, ils sont en train de vraiment nous la faire à l'envers. Et là, votre libération sexuelle n'est pas la nôtre, c'est un des premiers slogans dans Le Torchon Brûle, par exemple, qui était la revue du MLF, et c'est ce qui a vraiment lancé les premières AG, donc en 1970, l'acte fondateur du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, c'est le 26 août 1970, le dépôt de la gerbe de la femme du soldat inconnu. Globalement, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Donc à ce moment-là, ce mouvement n'est pas massif, elles sont 12. Mais déjà, c'est intéressant parce que cette date-là, c'est une grève de femmes aux États-Unis. C'est les 50 ans du droit de vote aux États-Unis, et c'est parce qu'il y a cet appel à une grève de femmes aux États-Unis que des féministes françaises, ces 12 féministes françaises, décident de faire cette action le 26 août. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Donc voilà, et ces militantes, pour beaucoup, elles venaient donc de l'extrême gauche, du marxisme, et surtout d'une remise en question de pratiques militantes quotidiennes
qui allait à l'encontre d'un projet d'émancipation féministe qui était pourtant porté par ces organisations. Donc l'idée, voilà, votre libération sexuelle n'est pas la nôtre. Alors après, donc ça c'est le premier moment, donc c'est des petits groupes, et petit à petit, ça se massifie. Et donc on a un autre groupe qui se constitue, que vous connaissez sans doute, qui est le MLAC, qui en l'occurrence est mixte, alors que le MLF était non mixte. Donc le mouvement pour la liberté, l'avortement et la contraception. Vous avez peut-être vu le film dans vos ciné-débats, là, ça peut être super aussi, Annie Colère, qui rend bien compte de ce mouvement-là, en fait, par le bas, de la pratique des avortements clandestins au quotidien, etc., et de la manière dont ça irrigue la société pendant toute cette première période des années 70. Donc là, on a vraiment une massification du mouvement qui s'opère via le MLAC. Alors, dans ce mouvement féministe, il y a des débats. Il y a des débats stratégiques, il y en a beaucoup. Donc, il y a des tendances, enfin, il n'y a pas des tendances constituées, mais il y a des courants, en fait, dans le MLF. Et puis, d'ailleurs, au-delà de ça, il y a donc un féminisme qu'on appelle soit essentialiste, soit de la différence, enfin, de façon diverse, ça dépend, mais qui est globalement l'idée de considérer qu'il y a une forme de nature féminine qui doit obtenir l'égalité avec les hommes dans une complémentarité naturalisée. Donc ça, c'est un groupe, une tendance globalement, une sensibilité finalement qui s'exprime dans le MLF. Il y a celle qu'on appelle ça dépend des moments, mais les féministes révolutionnaires, maintenant on dit plutôt les féministes matérialistes, donc avec notamment par exemple Christine Delphi et à ce moment-là aussi Simone de Beauvoir, qui du coup va donc, ça c'est important, j'ai oublié de le préciser au départ, mais qui sur la base, qui va du coup globalement théoriser l'idée qu'il y a un système patriarcal qui est parallèle au système capitaliste et dont la dimension, dont les conditions matérielles de ce système patriarcal, en fait, l'oppression des femmes, ça s'appuie sur le travail domestique qu'elles réalisent gratuitement dans la famille. Donc ça, c'est le premier texte de Christine Delphi, 1970, dans Partisans, libération des femmes année zéro, où elle explique justement que ce travail domestique non rémunéré effectué dans la famille, il constitue les conditions matérielles de ce patriarcat qui est donc parallèle au capitalisme. Ce sont deux systèmes. En fait, elle fait une analogie, elle utilise le marxisme en faisant une analogie pour comprendre l'oppression des femmes, et du coup, elle en arrive à une élaboration stratégique qui l'a conduit à dire qu'il y a une classe des femmes donc, qui s'oppose à une classe des hommes. Donc, voilà, troisième courant, le féminisme lutte de classe, qui en fait essaye d'intervenir davantage dans les organisations syndicales, les entreprises, etc., qui en l'occurrence, contrairement à justement Delphi, va penser l'articulation entre le genre et la classe. Là je suis anachronique, on ne disait pas genre à l'époque, mais entre l'oppression des femmes et la classe. C'est-à-dire qu'en gros, c'est complètement articulé. Donc c'est pareil, il y a l'idée de penser des conditions matérielles dans une approche marxiste et en même temps de montrer que ça n'est pas séparé. C'est-à-dire que c'est pas du tout deux systèmes séparés, c'est qu'ils s'alimentent l'un et l'autre. Le capitalisme utilisant la famille pour justement permettre sa reproduction, reproduire le capital et l'accumulation capitaliste, donc les deux étant inextricablement liés. Donc ça, voilà. Et le troisième, alors, autre point important, au même moment, alors, tous ces débats-là, ils ont lieu, donc la base du mouvement féministe, ce sont des groupes femmes. C'est l'idée qu'on se réunit en tant que femmes, on s'aperçoit qu'individuellement, ce qu'on vit, c'est partagé, que si c'est partagé, c'est collectif, que si c'est collectif, c'est politique, et donc du coup l'idée du privé politique, et c'est aussi de ça
sur ça qu'on élabore l'idée, justement, de toutes ces tâches domestiques que j'effectue toute seule quand je m'occupe des gosses, etc., les courses, machin. Tout ça, c'est du travail. Ça, c'est vraiment en lien avec, justement, les organisations de base du mouvement féministe que ces élaborations plus théoriques ont lieu. Et alors, au même moment, donc dans d'autres pays, et ça, c'est important à avoir en tête parce qu'aujourd'hui, ça revient très fort, on a le développement d'un collectif international qui s'appelle le Wages for Housework, qui, là aussi, vient du marxisme, avec une autre approche, on va dire, du marxisme, et qui va défendre l'idée du salaire pour le travail ménager, notamment en Italie, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au Canada, mais aussi en Angleterre, dans un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, vous devez connaître sans doute des théoriciennes de ce courant, puisqu'elles sont beaucoup traduites en France dans les 4-5 dernières années, là, enfin, un peu plus, 10 ans maintenant. Donc Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Maria Rosa Dalla Costa, Selma James, etc., etc. Donc ça, c'est donc un collectif international qui se constitue et qui ne prend pas en France, ou disons que, justement, voilà, moi je suis en train de travailler vraiment sur ça, où en gros, l'idée de la rémunération du salaire pour le travail ménager, jusqu'à présent, il y avait l'idée que ce débat n'avait pas eu lieu en France. Et en fait, quand on est historienne et qu'on travaille sur des archives, si ça vous intéresse, on pourra en parler une autre fois, mais je suis précisément en train de montrer que le débat a eu lieu en France, en fait, puisqu'il est dans toutes les archives de toutes les revues féministes, etc. Donc il n'y a pas eu de groupe raccroché à ce collectif international qui revendiquait le salaire au travail ménager. Et effectivement, c'était une position qui était plutôt minoritaire en France, l'idée de demander une rémunération pour ce travail ménager, mais le débat a quand même eu lieu dans les années 70 en France. Donc en tout cas, ce que ce courant avait aussi d'intéressant, c'est que justement il articulait, par rapport à la discussion globale là, que j'ai essayé d'introduire rapidement, il articulait le capitalisme et le patriarcat, mais différemment des féministes lutte de classe en France, qui, elles, refusaient complètement l'idée de la rémunération du travail ménager, avec l'idée que ça allait enfermer les femmes à la maison. Le Wages, ce qu'il disait, c'était que c'était un truc dialectique, c'était une rémunération contre le travail ménager. C'est-à-dire que la rémunération allait donner une autonomie financière qui allait permettre l'auto-organisation des femmes et la sortie du foyer. Donc c'est toute une discussion stratégique à ce sujet. Alors, vous trouverez des éléments sur tout ça dans ce livre, donc Ne nous libérez pas, on s'en charge, qui revient vraiment sur l'histoire des féminismes en long, en large et en travers, et bien antérieurement à ce que je viens d'évoquer. Et donc l'autre point qui me semblait vraiment important d'introduire dès maintenant, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la perspective intersectionnelle, en fait, elle existait déjà. On ne l'appelait pas du tout comme ça. Mais l'idée donc il y avait l'idée de construire un sujet du féminisme, le nous les femmes. En fait, on vit toutes la même chose. Mais en fait, il y avait quand même une conscience assez profonde que, par exemple, quand on est une femme noire, on ne vit pas exactement la même chose qu'une femme blanche. Ou encore, quand on est lesbienne, on ne vit pas exactement la même chose qu'une femme hétérosexuelle. Et donc, dans le cadre de ce mouvement féministe effervescent des années 70, on a petit à petit l'organisation donc de groupes femmes par nationalité. Par exemple, peut-être parmi vous, il y a aussi des gens qui ont été marqués par ça, mais des groupes femmes d'exilés politiques latino-américaines, donc des Argentines, des Uruguayennes, des Chiliennes, etc., qui s'organisent par nationalité, ou encore d'ailleurs des femmes qui viennent aussi du Maghreb, etc., par nationalité. Et on a petit à petit la coordination des femmes noires qui se constitue. La brochure est intégralement en ligne, vous pouvez la trouver si vous souhaitez la lire sur le site Femmes en rêve, F-E-M-E-N-R-E-V, où du coup là ce qui est très intéressant, c'est pas que ça ne fonctionne pas par nationalité, c'est en tant que femme noire qu'elle s'organise, c'est-à-dire elle regroupe, cette coordination des femmes noires, elle regroupe non seulement des Antillaises, mais aussi des femmes venant d'Afrique subsaharienne,
qui se mettent ensemble pour expliciter en fait ce qu'elles vivent en tant que femmes noires, le racisme et le sexisme mêlés, c'est un peu ça qu'elles mettent en avant à ce moment-là, et qui est finalement assez spécifique pour elles, et qu'il s'agit justement de visibiliser dans ce « nous les femmes », qui a tendance à être homogénéisant et qui a tendance à invisibiliser justement d'autres types de rapports sociaux. De la même manière, donc il y a aussi, du coup, c'est aussi le cas, donc dans le sillage de ce MLF se constitue le Front homosexuel d'action révolutionnaire, dont vous avez peut-être entendu parler, le phare, qui réalise des actions et participe à des manifestations et même se dote au bout d'un moment aussi de publications, etc. Et donc dans ce phare, donc, on a aussi des femmes, on a des lesbiennes qui assez rapidement ne se sentent pas reconnues par le MLF parce que l'hétérosexualité est dominante, et ne sont pas reconnus par le phare parce que ce sont surtout des hommes homosexuels qui prennent tout l'espace, et donc du coup d'autres groupes se constituent, comme par exemple les Gouines Rouges, et donc vous trouverez des éléments dans ce livre si ça vous intéresse. Il y a un peu cette idée que justement elles peinent à exister dans ce « nous les femmes » qui se constitue. Et il y a cette question, là aujourd'hui les recherches là-dessus, se demander si, ou même d'ailleurs c'était aussi Monique Wittig bien avant, mais est-ce que les lesbiennes sont des femmes en fait, dans la théorisation féministe qui accompagne ce mouvement féministe. Voilà, donc là, pour montrer que finalement, ces discussions-là, elles ont déjà lieu sur ce sujet du féminisme. Quel est-il? Qu'est-ce qu'on fait de l'insertion dans les différents rapports sociaux? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée quelque chose de collectif alors que justement, on a des histoires différentes? Quelle place on accorde, quelle parole on accorde justement aux personnes concernées? Donc moi, ma thèse, c'était sur les ouvrières, et j'ai montré que... j'ai montré qu'on a tout un tas de débats. À un moment donné, en 1971, il y a une grève d'ouvrières à Troyes. Et à ce moment-là, on a le MLF qui va et qui fait un film qui est en ligne, vous pouvez le trouver, et qui dit ce qu'elles vivent, ce que nous, on est en train de vivre, c'est une grève de femmes. Et puis après, on a un autre article dans un autre journal qui dit non, c'est pas du tout pareil, puisque toi, tu es une Parisienne, tu es une bourgeoise, etc. C'est une grève de femmes, mais c'est une lutte de classe. Et alors, on a tout un débat qui s'ensuit par journaux interposés. Et en fait, moi, ce que je dis dans ma thèse, c'est qu'à aucun moment, on demande leur avis aux ouvrières, quoi. C'est-à-dire que, par contre, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est des féministes qui théorisent sur, finalement, la lutte des autres et qui, du coup, projettent, finalement, leurs ambitions stratégiques sur ce que ces ouvrières sont en train de vivre. Donc, ça joue aussi, évidemment, du point de vue de la classe, et ça pose aussi la question de la parole et qui dit, qui quoi, etc. Voilà. Alors, on en arrive, donc là, après ce moment-là, on en arrive petit à petit à l'élaboration du concept de genre, qui vient de l'académie. Mais sachez bien que l'académie, et notamment les femmes dans l'académie, les femmes à l'université, elles sont le produit de cette contestation des années 70. C'est-à-dire que c'est très flagrant en France, bon, je ne pense pas que, mais pour les historiennes, les sociologues, etc., on a des militantes féministes qui petit à petit vont faire des thèses et ensuite vont obtenir des postes à l'université pour faire des recherches sur l'histoire des femmes et du genre, la place des femmes dans l'histoire, et puis pour montrer aussi justement la place des femmes, par exemple, dans le monde du travail, des questions relatives à la maternité, tout un tas de questions qui étaient finalement les questions du mouvement féministe, qui sont nourries par des investigations dans les années 80, qui commencent à émerger dans une université qui à ce moment-là est saturée d'hommes, où elles sont vraiment très très peu nombreuses et où c'est particulièrement difficile. Et c'est là-dedans, c'est dans ce moment-là que s'élabore aussi le concept de genre. Il s'élabore en tant que tel aux États-Unis, donc notamment via John Scott. Là, je vous ai mis une définition. Le genre est un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir. Donc il y a les deux niveaux. L'idée qu'il y a des rôles sociaux qui sont construits sur des différences perçues entre les sexes et non pas sur des différences
entre les sexes, parce que c'est comment on construit sur le sexe une différence, et commencer en fait d'emblée un rapport de pouvoir, hein, c'est-à-dire que ce qui se rapporte au féminin ne vaut pas ce qui se rapporte au masculin. C'est-à-dire que tout ce qui se rapporte au masculin vaut plus que dans notre société que ce qui se rapporte au féminin. Et évidemment, tout ça est aussi lié aux conditions matérielles. Hein. On va y revenir, je vais beaucoup parler aussi du travail tout à l'heure, notamment. Donc il y a l'idée dans la définition du genre que c'est une construction sociale, qu'elle est hiérarchisée, qu'elle se réitère quotidiennement, en permanence, tout le temps, dans les interactions qu'on a les uns les unes avec les autres. Et bien sûr, le dernier point très important, que ça s'articule à d'autres dominations, c'est-à-dire que, là, pour faire la définition complète, on n'est jamais uniquement femme, homme ou non-binaire, on est toujours tous, toutes ici, insérés dans toutes sortes de rapports sociaux, de classe, liés à la race, liés aux sexualités, liés au validisme, liés à l'âge, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ça produit des effets particuliers dans nos interactions, dans notre insertion professionnelle, dans les groupes de pairs, enfin, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, autre point très important hein, pour aussi comprendre, donc là, je suis sur l'histoire, pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les débats en fait qui se posent, s'élaborent à peu près dans ce même temps-là. Hein. On a le genre qui s'élabore au milieu des années 80, qui est repris aussi en France par les chercheuses. Hein. Mais l'idée de genre, elle est déjà dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Hein. On ne naît pas femme, on le devient. C'est aussi c'est l'idée du genre. Hein. C'est juste que le mot, il n'est pas forcément utilisé à ce moment-là, mais c'est la même idée. L'idée de donc ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est pareil que le genre, au sens où c'est aussi le produit de contestation féministe et de mobilisation. C'est un concept critique, comme le genre, qui, pareil, a été élaboré aux États-Unis et qui a été aussi ensuite repris en France. Alors, aux États-Unis, donc, pourquoi il a été élaboré, dans quoi il a été élaboré? Donc ça aurait pu être le produit de la coordination des femmes noires, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça pour aller à l'encontre de cette idée que l'intersectionnalité c'est uniquement un truc états-unien, c'est un truc au cœur de l'histoire française, hein, de l'histoire coloniale française, de l'histoire du racisme en France, comme le révélait l'exemple de la coordination des femmes noires, mais maintenant on en a plein d'autres des exemples comme ça. Hein. Il est question par exemple du rôle que les femmes ont joué dans la négritude, par exemple les sœurs Nardal, vous avez peut-être vu, il y a une multiplication de livres qui sortent sur cette question, qui fait le lien entre la conscience de race et la conscience de genre, et là je suis sur l'entre-deux-guerres, je suis dans les années 30. Paulette Nardal, c'est dans les années 30. Voilà. En tout cas, le concept même donc d'intersectionnalité, il a été élaboré par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw en 1989, et il vient de ce qu'on appelle le black feminism. Donc là, ça c'est dans Femme, race, classe de Angela Davis, que vous avez peut-être lu, qui rend bien compte du fait que on a aux États-Unis dans les années 60-70 un mouvement donc pour les droits civiques, un mouvement contre la ségrégation raciale, et en parallèle un mouvement féministe très important. Et dans le mouvement pour les droits civiques contre le racisme, c'est un mouvement qui est largement dirigé par des hommes, et les femmes ont assez peu voix au chapitre, hein, entre guillemets, c'est la division sexuée du travail militant qu'on a connue jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est un concept aussi, on pourra y revenir tout à l'heure, mais qui montre que, voilà, il y en a toujours qui portent des affiches et qui apportent le café, et d'autres qui prennent la parole en réunion. Elles vivent ça, hein, dans ce mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc il y a un livre, une anthologie du black feminism, où vous pouvez lire des textes où vous voyez très bien ça, c'est-à-dire elles se sentent invisibilisées en tant que femmes noires dans ce mouvement dirigé par des hommes, et elles se sentent invisibilisées en tant que femmes noires dans le mouvement féministe dirigé par des femmes blanches, en grande majorité, hein, de classe moyenne et supérieure. Et Angela Davis l'explique très très bien, puisqu'elle montre que ce mouvement féministe se bat pour le droit à l'avortement et la contraception, alors même que, du fait du racisme, on a toujours des femmes qui vivent en fait, qui vivent des stérilisations forcées aux États-Unis, hein, qui vivent des stérilisations forcées, et donc par eugénisme en fait,
Et donc, du coup, que ce mouvement féministe défende le droit à l'avortement et à la contraception, c'est très bien et tout le monde est pour, du côté des féministes noires. Simplement, ne pas du tout dénoncer le racisme qui produit ces stérilisations forcées, ça fait qu'elles ne se sentent pas vraiment représentées, non plus, par les mouvements féministes. Et donc, du coup, c'est cette idée, ce sont nos expériences et nos désillusions à l'intérieur de ces mouvements de libération, ainsi qu'à la périphérie de la gauche masculine blanche, qui nous ont poussés à développer une politique qui soit antiraciste, à la différence de celle des féministes blanches, et antisexiste, à la différence de celle des hommes noirs et blancs. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est appelé, donc il y avait plein de groupes différents, et ça s'est appelé a posteriori l'idée de black feminism. Et donc, le concept d'intersectionnalité, il est le produit de cette histoire militante-là, et il permet là de penser, concrètement pour Kimberlé Crenshaw, qui est juriste, ce qui se joue pour des femmes noires aux États-Unis en 1989, qui vivent, par exemple, des violences du fait des hommes noirs. C'est-à-dire qu'on est dans une société raciste, et elles ne sont pas véritablement défendues non plus par des femmes blanches, ou en tout cas, elles n'ont pas envie de remettre 100 balles dans la machine sur un racisme qui se développe et qui est très important, qui continue d'exister et qui est très important. Et donc, du coup, d'un point de vue juridique, elles sont dans une absence de... leur situation n'est pas pensée. Et donc, c'est pour penser leur situation que Kimberlé Crenshaw élabore ce concept. Sachez que ça existe en France aussi, parce que je suis donc spécialiste aussi du syndicalisme. Pour les plus anciens et les plus anciennes ici, vous avez sans doute en tête que, par exemple, à la CGT, on avait un secteur féminin, un secteur main-d'œuvre ouvrier. Par contre, des femmes immigrées, c'était un impensé du syndicalisme. On pensait les femmes dans les années 70, on pensait la main-d'œuvre immigrée, mais il y avait un impensé des femmes immigrées qui, sachez-le, travaillaient aussi, y compris dans l'industrie, etc., etc. Et donc, il n'y avait pas de... c'est cette idée d'impensé, en fait, aussi, la perspective intersectionnelle. Et donc, voilà. Donc ça arrive dans les années... fin des années 80, début des années 90. Et puis en France, c'est vraiment approprié au début des années 2000. Donc on n'utilise même pas encore ce terme au début des années 2000, au moment où il y a la loi de 2004 sur la question des signes ostensibles à l'école, où ça a produit tout un tas de débats dans le mouvement féministe, et où il y a cette idée que, en tout cas, c'est l'articulation entre sexisme et racisme qui fait que cette question du foulard, finalement, elle se répercute uniquement sur des femmes. En 2004, on ne parle pas d'intersectionnalité, on commence à en parler à la fin des années 2000, et maintenant, il y a tout un tas de colloques autour de ces questions, à la fois l'intersectionnalité en politique, l'intersectionnalité dans le monde du travail, l'intersectionnalité partout où vous voulez, de toutes les manières possibles. Il y a aussi d'ailleurs un côté... tarte à la crème de l'intersectionnalité, où finalement toute la portée critique du concept a tendance à disparaître de tous ces colloques, de toutes ces recherches qui peuvent être menées. Et donc voilà, et au même moment, donc là, au tournant des années 2000, on est dans ce moment de reprise féministe que j'évoquais tout à l'heure, 95, collectif national droits des femmes, intersyndicales femmes, pour certaines personnes qui connaissent peut-être. Les intersyndicales, un grand moment où on a la FSU, la CGT et Solidaires qui se réunissent, qui réunissent donc tout un tas de militantes pour penser ensemble les questions femmes dans leurs organisations. Donc on a une reprise féministe comme ça dans la deuxième moitié des années 90, et on a tout un tas de petits groupes d'une nouvelle génération qui émergent. Par exemple, peut-être certains s'en souviennent, les Marie pas claires, ou tout un tas d'autres groupes au début des années 2000, qui mettent en avant, qui mettent en cause la bicatégorisation femmes-hommes, l'apparition et l'appropriation de ce qu'on appelle la théorie queer, qui, pareil, vient de traductions qui ont mis beaucoup d'années à arriver en France, mais qui sont vraiment réappropriées par tout un tas de groupes un peu partout. Et donc, il y a
donc cette nouvelle effervescence au début des années 2000 et tout un tas de débats dans le mouvement féministe qui figent et qui sont aussi d'ailleurs très tendus pendant toute cette période-là, notamment autour de la loi de 2004. Alors, voilà, donc sachant que, et là ça me paraît vraiment important aussi de l'évoquer par rapport à aujourd'hui, la manière dont l'intersectionnalité est appropriée en France, c'est beaucoup, dans un premier temps, en lien justement avec le développement de l'islamophobie et dans une approche qui vise à montrer justement, à utiliser le terme islamophobie, là je suis en pleine actualité, ce qui n'était pas du tout, alors là, je veux dire, c'était il y a 25 ans, c'était encore pire que maintenant, ce qui n'était pas du tout acquis, et l'idée de justement montrer que ça joue, que l'expérience justement, que ça se focalise particulièrement sur les femmes, avec la question du foulard, mais que par ailleurs, il y a aussi déjà, au début des années 2000, l'idée du garçon arabe, qui est très stigmatisé, du garçon des quartiers populaires, racisé, etc. En fait, ça, par ailleurs, c'était pas un phénomène déjà nouveau au début des années 2000, puisque ça existait dans les années 70. Donc là, il y a tout un travail de recherche qui a été mené par un historien qui s'appelle Todd Shepard, qui s'appelle Mal décolonisation, et qui revient sur la manière dont, justement, il y avait une façon de stigmatiser les garçons arabes à l'époque, dans les années 70, justement en soulignant que c'était eux, que c'était forcément des violeurs, etc., dans le contexte de la mobilisation pour la reconnaissance du viol comme crime, dans la deuxième moitié des années 70. Vous avez peut-être vu ce film symptomatique de ça, qui s'appelle Dupont-la Joie, qui va aller viser un jeune arabe, alors que ce n'est pas du tout lui qui a été l'auteur du viol en question. Donc en fait, ça, ce sont les discours qui sont aujourd'hui repris par l'extrême droite sur ces questions. En fait, c'est des anciennes, c'est-à-dire que ça revient périodiquement dans des moments aussi de déploiement de contestation féministe, avec l'idée ce qui produit aussi une division évidemment de cette contestation. Donc, en tout cas, on a l'idée il faut avoir en tête que dans l'histoire française, l'intersectionnalité, elle a beaucoup été réappropriée en lien justement avec la construction du problème musulman et la construction justement de l'islamophobie qui remonte au début des années 80. Je ne vais pas forcément faire toute l'histoire, mais je vous invite à lire ce livre. Mais ça remonte, pareil, encore une fois pour les plus anciennes ici, aux grèves des usines Peugeot-Citroën au début des années 80, où il y a eu les premiers discours qui ont visé à interdire la prière, etc. Ça commence, ça c'est les premiers moments en fait de stigmatisation, et après il y a l'affaire de Creil sur le foulard en 89, une autre affaire en 94, et puis après on arrive à 2004, et donc la manière dont c'est approprié par les militantes, la perspective intersectionnelle, c'est en relation justement avec cette question de l'islamophobie. Et c'est toujours évidemment le cas aujourd'hui, et on a eu donc l'interdiction des abayas il n'y a pas si longtemps, où on voit très bien que moi j'avais travaillé là-dessus en fait. J'ai montré en fait, avant de savoir qu'ils allaient interdire les abayas, figurez-vous, qu'ils avaient construit le problème des abayas pendant toute l'année scolaire précédente. J'avais fait si ça vous intéresse, c'est un podcast qui s'appelle Écoute émancipée, mais je ne le savais pas évidemment qu'ils allaient interdire les abayas, mais en fait on voyait très bien médiatiquement comment ils ont construit ce problème de toutes pièces, en parlant de multiplication des abayas, etc. etc. Comme vous savez, ces discours médiatiques qui sont aussi performatifs, ils font advenir aussi des choses qui n'existent pas. J'avais même compté, alors là je n'ai pas repris le chiffre, mais le nombre d'abayas était, je ne sais plus, très 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 inférieur au nombre de fractures. Enfin, c'était un épiphénomène en fait, la question des abayas, objectivement dans les établissements scolaires. Et en fait, ils l'ont fait monter sur l'année 2023-2024, je crois. Et donc du coup, et après finalement, ils ont interdit les abayas à la rentrée de septembre. Et en tout cas, c'est toujours toujours ce type de discours sous couvert de féminisme, ou d'égalité,
on va interdire le foulard, on va interdire les abayas, on va ceci, cela. Et c'est pour ça que la perspective intersectionnelle permet en fait d'aller un peu à l'encontre de ça et de ne pas avoir des œillères et d'être enfermé uniquement dans un enjeu de genre qui ne prend pas en considération l'ensemble des dynamiques qu'il peut y avoir autour, et y compris la manière dont ça peut surenchérir dans le développement du racisme et ou de l'islamophobie. Et ça, voilà, moi je le travaille beaucoup dans l'éducation nationale, hein, puisque on constate qu'il y a beaucoup de situations qui, sous couvert de l'égalité femmes-hommes, vont aller stigmatiser des quartiers populaires, etc. Enfin, je l'ai fait aujourd'hui dans un stage syndical, je vais pas, mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer ces extraits, mais où on voit bien que ce type de discours, en fait, il est très présent. Et donc, c'est une façon, la perspective intersectionnelle, c'est une façon de répondre à ça, de dire, bah, en fait, là, non, on est en train de stigmatiser une population sous couvert de l'égalité femmes-hommes, on est en train de dire que ce sont ces populations qui sont sexistes, etc., ce qui est aussi d'ailleurs une façon de dédouaner, évidemment, hein, par exemple, des personnes blanches ou puissantes, hein, alors même qu'on sait très bien que, par exemple, les violences, elles existent absolument partout. Voilà, alors, donc ça c'était un peu un retour en arrière sur le mouvement féministe et la perspective intersectionnelle. Et maintenant, je vais... Ça fait combien de temps que je parle à peu près? Parce que du coup, Comment? Ça fait 50 minutes? Ah ouais. Bon, bah alors, je vais... Il faut que je parle plus vite, en fait. Ok, bon, alors, évidemment... Ah oui, je ne pensais pas du tout que ça faisait autant de temps. Donc, l'idée des relations conflictuelles des féminismes donc, avec le mouvement ouvrier, alors du coup, vous voyez que je parle des féminismes, parce qu'il n'y a pas un féminisme, hein, je pense que vous avez compris depuis tout à l'heure un peu ça. Je ne vais pas forcément du coup développer sur Engels, Marx, etc., mais juste pour dire que en réalité, donc tout le développement en fait, de ces contestations féministes, y compris sur 2 siècles, ça a produit des tensions importantes avec le mouvement ouvrier, hein, puisqu'il y avait l'idée que d'abord le travail des femmes tire les salaires vers le bas, c'est-à-dire qu'en gros, au XIXe siècle, l'idée de la constitution de l'idée des sphères séparées, c'est-à-dire aux femmes le privé, le domestique, aux hommes le public, le professionnel. Et donc, du coup, le mouvement ouvrier là-dessus, il y a des débats internes, hein, comme vous le savez sans doute. On a, par exemple, Engels qui va être favorable au travail professionnel des femmes, considérant que c'est la condition de son émancipation, alors que, par exemple, Proudhon va dire que les femmes, ce sont des courtisanes ou des ménagères. Donc, il y a une tension, en fait, dans le mouvement ouvrier qu'on voit en permanence, hein, sur la deuxième moitié du 19e, avec, du coup, des fois des positions qui peuvent être prises un peu intermédiaires, qui vont considérer qu'il faut une égalité salariale, mais pour les veuves, par exemple, ou pour les célibataires, ce qui fait en fait une différence en fait, entre des femmes qui sont mariées et des femmes veuves et célibataires. Il y a tout un tas d'enjeux autour de ça, d'ailleurs, hein, sur la question des veuves et des célibataires, puisque jusqu'en 1920, les femmes n'ont pas le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari, ce qui fait que parmi les syndicalistes, on a beaucoup de femmes, en réalité, qui sont veuves ou célibataires, qui, du coup, prennent en fait, des responsabilités dans les organisations parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir l'autorisation de leur mari pour le faire. Bon, il y a tout un tas de débats et de tensions sur cette implication syndicale, mais je ne vais pas forcément détailler. En tous les cas, il y a l'idée qu'elles ne sont pas censées travailler professionnellement quand même, parce que de toute façon, elles sont moins payées que les hommes et que du coup, elles tirent les salaires vers le bas. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que l'égalité n'est pas une priorité pour ces organisations, même si c'est mis en avant dans tous les textes, dans toutes les résolutions. Ce n'est pas une priorité, ne serait-ce que parce qu'il n'y a jamais aucune femme à aucune direction de ces organisations pour aller dire, au moment, par exemple, des accords de Matignon en 1936, que l'égalité salariale, c'est important.
Enfin, bon, il y avait Martha Desrumeaux qui est passée vite fait en 1936, mais qui n'est pas restée tout le temps. Mais du coup, quand il n'y a pas les personnes concernées pour faire les négociations, hein, c'est valable sur les questions de genre, mais en fait, c'est valable aussi sur les questions ethno-raciales, c'est valable sur les questions liées au validisme, etc., etc. Évidemment, c'est des questions qui sont oubliées, parce qu'elles ne concernent pas les personnes qui sont en train de négocier tout un tas d'accords. Et évidemment, le gros débat, c'est l'idée que le mouvement féministe divise la classe ouvrière, qu'il s'agit de faire l'unité de la classe, que les féministes, ce sont des bourgeoises, ce sont des parisiennes, et que du coup, en fait, leurs revendications n'ont aucun lien avec la classe ouvrière. Donc ça file toute la fin du 19e, tout le 20e, et en fait, on l'entend, enfin, c'est encore présent en réalité, de façon... sous-jacente dans un certain nombre de discours, ou en tout cas, je le dis rapidement maintenant, mais par exemple en 2023, on met le pays à l'arrêt le 7 mars, on ne se dit pas que la grève féministe du 8, elle peut élargir la contestation, on pense en fait que la grève féministe, ça ne concerne pas grand monde, juste les femmes et les minorités de genre, et donc c'est un truc qui en fait n'est pas universel, et qui du coup en fait en réalité divise, alors même qu'on pourrait très bien considérer que je vais y revenir juste après. Bon, je ne vais pas passer l'extrait que j'avais prévu de passer, je pense que j'ai vraiment pas le temps, en fait. Tant pis. La question du travail est évidemment absolument centrale dans tout ça, puisque c'est aussi ça, ce que je disais quand je parlais des relations conflictuelles des féminismes avec le mouvement ouvrier. La question du travail donc professionnel et domestique, elle permet justement aussi de penser ce qui est en train de se renouveler aussi en ce moment dans la dynamique féministe qu'on connaît aujourd'hui, puisque l'organisation du travail dans son ensemble, elle est marquée par une division sexuée, c'est-à-dire l'idée de séparation et de hiérarchisation, c'est-à-dire que tendanciellement, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers, ça c'est l'idée de la séparation, et puis le travail domestique non rémunéré est encore très largement assumé par les femmes, ça c'est toutes les enquêtes emploi du temps le montrent encore aujourd'hui en 2025, en termes de répartition du travail domestique dans les couples hétérosexuels, dans la famille. Donc l'idée de séparation et l'idée de hiérarchisation, c'est-à-dire que en fait, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Il y a l'idée de plafond de verre, il y a l'idée de plancher collant. Enfin bon, bref, de toute façon, la conclusion, c'est que quand même, il y a toujours on est toujours marqué en fait par ça. Et donc cette division sexuée du travail, elle se fonde, et ça c'est un enjeu très important, sur l'idée de la naturalisation des compétences, c'est-à-dire sur le fait que tout un tas de tâches qui sont effectuées dans le monde du travail professionnel par les femmes sont considérées comme naturelles et donc du coup ne correspondent pas à une véritable qualification. Ça joue dans l'industrie, donc ça c'était l'extrait que je voulais vous montrer sur les ouvrières et la couture dont on naturalise les compétences, et évidemment ça joue dans tous les métiers qui s'occupent d'autres personnes. Que ce soit la petite enfance, que ce soit les élèves, que ce soit les malades, que ce soit les personnes âgées, etc. Et ça joue aussi évidemment dans l'éducation nationale, aujourd'hui dans la dévalorisation profonde du travail que vivent les collègues. Voilà, alors c'est remplacé par... l'enjeu de travail est remplacé par d'autres valeurs qui sont mises en avant, c'est-à-dire la vocation, c'est-à-dire par exemple... comme c'était le cas dans les années 70, que les féministes disaient c'est pas de l'amour, c'est du travail, donc l'amour, la vocation, la formation, les armées de stagiaires qu'on trouve à peu près partout, qui travaillent gratuitement parce qu'ils sont en train de se former. Donc on met en avant un autre système de valeurs, alors même que c'est du travail, et du coup on déqualifie profondément notamment tous ces métiers qui sont particulièrement féminisés. Ah oui, il y a la passion aussi, voilà. Donc c'est cette idée de naturalisation des compétences qui est au cœur de cette division sexuée du travail, qui explique cette division sexuée du travail. Alors il y a des politiques publiques qui ont essayé de mettre en avant, de défendre à travail égal, salaire égal, puis à travail de valeur égale, salaire égal, puis tout un tas de politiques diversifiées qui finalement ont été complètement
à l'opposé de la logique d'émancipation qu'on pouvait porter. Je pense notamment à la levée de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes en 2001, où l'enjeu c'était, enfin évidemment on aurait pu interdire le travail de nuit pour tout le monde, bah non, on a levé l'interdiction sous couvert d'égalité, voilà. Et petit à petit, ce qu'on constate, c'est que ces politiques publiques, autant dans les années 70-80, elles concernaient les classes populaires, autant maintenant, bon bah voilà, on a eu la loi Copé-Zimmermann, et on a la parité dans les CA des entreprises du CAC 40 depuis la fin des années 2000, tournant des années 2010. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose à l'inégalité salariale qui persiste, qui est toujours du même ordre, on est à 22-24%. Donc voilà, on a des politiques publiques qui maintenant vont en fait concerner surtout des femmes de classe moyenne supérieure qui d'ailleurs s'organisent en lobbying, qui se fondent dans le moule d'une organisation du travail au masculin, c'est-à-dire qui font faire finalement tout ce qui leur était assigné antérieurement par d'autres femmes, notamment racisées. Et tout ça pour dire, et ça me paraît vraiment fondamental, c'est que le mouvement féministe des années 70, comme je l'évoquais tout à l'heure, mettait au cœur la question du travail domestique et la question de l'organisation du travail, de changer l'organisation du travail, socialiser le travail domestique, mettre en place des services publics de la petite enfance, etc., etc. C'était au cœur des contestations féministes des années 70, qui étaient du coup fondamentalement en fait anticapitalistes. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la mise en place progressive du néolibéralisme, où la grande majorité des femmes des classes populaires se sont retrouvées à travailler à temps partiel, de façon précaire, etc., avec des politiques publiques dites de la conciliation, parce que c'est évidemment conciliation travail-famille, voilà. Donc voilà, on met en place du travail à temps partiel pour concilier, et en même temps, une petite minorité de femmes qui deviennent des hommes comme les autres, c'est-à-dire qui sont performants, qui sont disponibles, qui travaillent je ne sais pas combien d'heures par jour. Et voilà, en fait, finalement, le fait de réorganiser complètement le travail est complètement a disparu en fait de l'horizon. Et je mets l'exemple de Barbie, puisque Barbie, c'est précisément... le monde de Barbie, c'est le monde de travailler comme, enfin, d'être un homme comme un autre. C'est-à-dire que dans le monde de Barbie, donc voilà, on a un moment une infirmière, un moment une femme, une éboueuse, mais sinon on a une chirurgienne, une présidente, etc. Et surtout, on n'a pas de malades, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de personnes âgées, on n'a pas de rien, tout ça. On est des hommes comme les autres dans le monde de Barbie. Donc c'est fantastique et c'est merveilleux. Là, je suis très critique et je sais aussi que Barbie c'était très drôle et qu'il y a plein de trucs super, mais simplement pour vous dire que, en fait, ça révèle très bien la logique, ce qu'on appelle aujourd'hui féministe néolibéral, parce qu'il y a aussi ça maintenant, un féminisme néolibéral qui se déploie, et qui en fait remet pas fondamentalement en question la société dans laquelle on est, qui pourtant est la seule manière en réalité d'arriver vraiment vers l'égalité. Alors je vais passer plus sur des trucs actuels et je terminerai là-dessus. Je ne vais pas forcément m'étendre, je m'étendrai peut-être un peu plus sur l'extrême droite. Mais donc depuis le milieu des années 2010, on vit une nouvelle dynamique féministe au niveau mondial, avec finalement de façon très diverse en réalité, donc des acteuristes mobilisés qui sont divers, des modes d'organisation qui sont divers, des modes d'action qui sont divers et qui circulent aussi via les réseaux sociaux, comme par exemple les flash mobs. On a eu la flash mob de Las Tesis des Chiliennes, qui a donné l'idée aux Rosy de faire la flash mob des Rosy en 2019, là, en novembre 2019, décembre 2019. Donc des mouvements féministes qui sont très puissants et qui aussi sont comme en France sur la question des retraites, mais qui se déploient dans le cadre d'autres types de contestations. Des contestations anti-gouvernementales, anti-autoritaires, anti-néolibérales en Équateur par exemple, et où on a une expression féministe qui émerge dans la contestation. Et donc voilà, ça c'est un peu toute cette effervescence qui, voilà, notamment, c'est dans plein d'endroits focalisé autour de l'idée de la grève féministe. Donc par exemple en Argentine, par exemple dans l'État espagnol, par exemple aussi un peu en Belgique, etc. En France, c'est un peu plus difficile.
qui en fait n'est pas un phénomène nouveau, mais je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la grève féministe, de la grève des femmes, de la grève de l'impôt, la grève des ventes, la grève des mères, et tout ce qu'il y a pu y avoir déjà qui essayait de se réapproprier le mot d'ordre de grève en tant que féministe. Simplement pour dire qu'il y a cette idée et ça a été encore renforcé par le Covid et la pandémie, l'idée du travail essentiel, l'idée d'inverser les priorités et de mettre au cœur finalement du dispositif de la contestation l'idée du travail reproductif, c'est-à-dire celui domestique qu'on fait gratuitement dans la famille et celui déqualifié qu'on fait dans la sphère professionnelle, donc que ce soit dans les métiers par exemple donc du social, de l'éducation, etc., du soin et tout. Et donc c'est un peu donc qu'il soit donc un travail reproductif, qu'il soit rémunéré ou non rémunéré, ce qui est aujourd'hui approprié dans un certain nombre de pays avec l'idée d'arrêter ce travail reproductif ou en tout cas de le repenser, parce que c'est pas forcément tout arrêter, on ne va pas laisser les malades mourir par exemple, mais en tout cas construire, décider de comment on va travailler et du coup lutter en fait à partir de ce travail reproductif pour justement penser autre chose. Et c'est ce qui est vraiment au cœur de la perspective de la grève féministe, qui, comme le dit donc une théoricienne argentine, qui explique finalement que seule une grève féministe, c'est-à-dire qu'en gros, une grève générale ne peut être que féministe, ou que seule une grève féministe est véritablement générale. Au sens où sinon, donc nous, dans nos acceptions traditionnelles liées au mouvement ouvrier, on se dit la grève générale, c'est tout le monde arrête le travail professionnel. Sauf que du coup, là, on ne parle pas du travail domestique. Donc l'idée, c'est que, et là, je parle de la France, mais par exemple, si on parle de l'Argentine, il y a aussi l'idée d'arrêter le travail informel, l'économie informelle, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si on n'arrête pas le travail domestique, on n'est pas dans une grève générale, en fait. Parce que la question, c'est quoi le travail si on n'arrête pas le travail associatif, par exemple, bénévole, est-ce qu'on est dans une grève générale? Les associations, aujourd'hui, elles font vivre des dizaines de milliers de personnes, peut-être même plus, ou des centaines de milliers. Tout ça, si on arrête ce travail-là, et le travail associatif, c'est aussi... c'est du travail bénévole, ça se substitue à l'État, je pense que vous êtes au courant aussi de ça. Bon, en tout cas, si on pense l'arrêt de tout ça, on pèse assez sérieusement en fait sur le rapport de force et on n'est pas obligé de courir après les raffineurs et les cheminots pour qu'ils se mettent en reconductible et qu'ils soient la locomotive, comme ça a été le cas pendant 3 mois en 2023. Et en tout cas, l'idée, c'est repenser un peu toute cette question, repenser les secteurs stratégiques, ou en tout cas repenser qu'est-ce qu'un secteur stratégique, qu'est-ce que ça signifie, etc. C'est tout ça qui est porté finalement par la perspective de la grève féministe, en lien avec ce que je discutais évidemment tout avant, sur la question du travail, de la division sexuelle du travail, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je reviens dans mon bouquin, où je reviens vraiment sur la question des mobilisations des classes populaires depuis leur travail reproductif, depuis 1945, donc à la fois en tant que mère, en tant qu'épouse, et en tant que travailleuse professionnelle déqualifiée, donc que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans différents secteurs d'activité. Et donc c'est vraiment cette idée-là qui induit le fait de désandrocentrer la contestation. C'est à sortir d'une vision masculine de la contestation et donc essayer de justement construire finalement cette grève générale, mais en changeant un peu notre logiciel. Alors voilà, ça c'est un peu toute cette dynamique féministe qui évidemment, c'est pas seulement pour se faire plaisir que je dis ça, c'est aussi nos combats et cette dynamique féministe-là qui finalement produit leur panique et la contre-offensive réactionnaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va peut-être en parler davantage et je vais pas, j'ai déjà parlé longtemps en réalité, je ne sais pas où j'en suis, mais voilà. Là, évidemment, donc ça, c'est pas uniquement en France, cette situation de contre-offensive réactionnaire, on a très bien vu ce que Trump met en œuvre. On voit très bien, donc pareil, en Argentine, c'est exactement la même chose. Et puis, tout ce qui est porté aujourd'hui en France par l'extrême droite, qui va du coup aller
qui révèle donc cette panique morale et qui, dans les discours, finalement, va mettre en avant, va chercher à la fois surfer sur différents niveaux, puisque aujourd'hui on a différents types de discours d'extrême droite qui s'expriment. On a même des gens d'extrême droite qui se disent féministes. Peut-être que vous avez des némésis ici, je ne sais pas trop. Non, vous n'en avez pas? Bon, c'est très bien. C'est déjà en moins. Mais en tout cas, on se retrouve dans une forme de dilution du discours qui fait que c'est absolument fondamental d'avoir en tête finalement c'est quoi la matrice de l'extrême droite, qui est évidemment l'idée d'un retour à l'ordre moral, etc. Donc je vous mets la référence donc, à Magali Della Souda, Les Nouvelles Femmes de droite, qui travaille vraiment sur ça, et elle a participé à ce podcast qui s'appelle Minuit dans le siècle, que vous pouvez écouter, où elle explique vraiment justement comment ça se reconfigure à l'extrême droite sur ces questions, et elle montre qu'il y a 2 enjeux importants. Le premier, c'est évidemment la question du racisme et de l'islamophobie, et le deuxième enjeu, c'est évidemment le développement d'un discours transphobe. Donc un discours, le fait de développer un discours qui soit très naturalisé, de complémentarité naturalisée entre les sexes, on va dire, mais qui du coup va aller complètement à l'encontre de la mise en cause de la bicatégorisation qui est une lame de fond dans nos sociétés aujourd'hui, et qui ouvre le champ des possibles finalement, et fait qu'il y a quand même, qui permet justement, au moins peut-être, si ce n'est une émancipation individuelle, au moins peut-être le fait de se sentir un peu mieux. En tout cas, donc, ces discours de femmes d'extrême droite, elles vont à l'encontre de tous ces enjeux-là, avec cette idée, l'idée de base, c'est l'idée du grand remplacement qui, du coup, forcément a des effets sur le discours, qui alimente et qui est au cœur du déploiement de leur contre-discours, qui est de dire qu'il faut reconstruire une famille. Donc les féministes, à cause d'elles, il n'y a plus assez d'enfants, il faut des enfants blancs, et évidemment il ne faut pas d'homosexualité et de personnes trans. Donc c'est un peu ça, en fait, le cœur finalement de leur discours. Et donc du coup ça s'appuie, et ça je pense que c'est aussi très important à avoir ça en tête, c'est que ça se déploie aussi parce qu'il y a des politiques publiques aujourd'hui parce qu'on a aussi une Macronie qui du coup autorise et légitime finalement ça. Donc la question du développement du racisme et de l'islamophobie, ça c'est en lien avec cette idée, donc tout ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'idée de racialisation du sexisme, c'est-à-dire que on considère que ce sont les garçons des milieux populaires racisés qui sont sexistes, des violeurs, etc. etc. Bon ça, c'est des politiques publiques aussi qui sont menées, par exemple sur le harcèlement de rue, qui va aller stigmatiser justement notamment ces garçons-là, et ce qui fait que on a une extrême droite qui a un aiguillon en fait pour Macron, et du coup voilà, ça légitime finalement leur orientation qui va évidemment bien plus loin que celle de Macron, mais ça va déjà dans ce sens-là. Quand par exemple, là on peut parler de l'EVARS rapidement, donc l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est un programme qui est mis en place enfin, donc à l'école normalement depuis 2001, il doit y avoir des séances d'éducation à la sexualité, et ça n'existe pas, enfin très peu. Et donc depuis 1 an et demi, il y a eu des discussions autour de ce programme sur les VARS. Il y a plein de choses qui se font dans les établissements scolaires, et en même temps, il y a une contre-offensive d'extrême droite très forte de parents qui s'organisent, comme les parents vigilants avec Zemmour, etc., en expliquant que dans les VARS, on apprend la masturbation à 4 ans, la sodomie à 5, la fellation à 6, et je vous assure, j'exagère pas, parce que les tracts, c'est ça. Je pourrais vous en montrer si vous voulez, c'est exactement écrit ça. Donc là, on a finalement ce nouveau programme, c'est évidemment très bien qu'il existe, mais on en parlait tout à l'heure, il n'est pas question de sexualité dans le premier degré, le mot transphobie a complètement disparu de ces programmes alors qu'il était dans la première mouture, quoi. Et donc sous la pression finalement de l'extrême droite, des parents, etc., il y a
toujours un peu des doutes et on va aller dans leur sens à certains moments. Donc, et vous pouvez lire, hein, si ça vous intéresse, on a écrit un article là-dessus dans la revue Contretemps avec une syndicaliste qui s'appelle Cécile Ropito, qui revient justement sur ce qui se joue dans le monde de l'éducation sur ces questions, une comparaison entre 2013-2014, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, les ABCD de l'égalité, toutes les mobilisations contre le mariage, la manif pour tous, etc. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il y a de permanent, qu'est-ce qui a changé, et aussi du coup le fait, encore une fois, et je terminerai là-dessus, hein, le fait de ne pas être dupe non plus de tous ces affichages de discours, hein, par exemple sur les parents, Zemmour avait annoncé 6000 parents vigilants, bah, c'est comme les abayas, c'est-à-dire en fait on n'a aucune idée en ce moment, il y a une enquête qui est en train d'être menée, mais en fait à ce stade on n'a aucune idée d'un point de vue quantitatif du nombre de parents qui sont organisés dans ce type de groupe. Et donc, quand on dit 6000 parents vigilants, bah, on fait exister quelque chose de masse. Hein, ils ont bien compris au niveau de l'extrême droite ces questions. Donc, c'est vraiment cette idée de... voilà, c'est cette contre-offensive réactionnaire qui est vraiment liée finalement à la dynamique d'émancipation qu'on a aussi construite depuis le milieu des années 2010. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis désolée, j'étais un peu longue et du coup j'ai peut-être été un peu trop rapide sur la fin. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite de façon générale. Ah oui, pardon. À vous. Voilà, moi j'ai bien parlé quand même. Bon, c'est la première question. Alors, justement, puisque tu as passé 2 mois et demi en Argentine, Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Argentine? Ouais, je peux raconter, Non, Mathieu, je vais vous faire passer. Non, mais il y en a d'autres. Alors, donc en Argentine, je vais pas prendre je vais prendre par, je sais pas trop quel bout, mais parce que j'ai évidemment plein de trucs à dire. Donc sur ces questions, en fait, hein, notamment, donc on a effectivement, donc voilà, Milei qui mène une contre-offensive très forte, donc ce qui produit concrètement des agressions dans la rue, etc., qui sont autorisées et légitimées, notamment à l'encontre de lesbiennes ou de personnes trans et tout ça. Et l'interruption de tout ce en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en accéléré en Argentine, il y a eu une dynamique féministe qui était tellement forte que plein de choses ont été créées finalement en très peu de temps. Donc un ministère droits des femmes, il n'y avait pas du tout. Donc d'un coup, il y avait la ligne téléphonique sur les violences. Et il y a des choses qui n'existent pas en France. D'ailleurs, je vais vous faire passer ça tout de suite. Par exemple, donc là-bas, ça ne s'appelle pas EVAR, ça s'appelle l'ESI, l'éducation sexuelle intégrale. Et les élaborations sur l'éducation sexuelle intégrale, franchement, on est très loin de ça, hein, où on a par exemple des dessins de personnes trans dans des ouvrages. C'est-à-dire que des corps. Parce qu'en fait, en France, si on fait ça, je pense que... Enfin, je sais même pas ce qui nous arrive. On doit recevoir une quinzaine de menaces de mort dans sa boîte aux lettres. Bon, en tout cas, donc, en fait, ça a été très vite, très très loin. Par exemple, il y a des quotas trans dans les entreprises. Donc il y a un quota de 1% de personnes trans, hein, donc qu'on voit, et c'est pas forcément toujours mis en place, il y a des limites, etc. Mais ces questions-là, elles sont vraiment au cœur, hein,
de toute la dynamique féministe aussi argentine, ce qui a été favorisé par la loi sur l'égalité, sur l'identité de genre en 2012, c'est-à-dire qu'on peut choisir son identité de genre en Argentine depuis 2012. Et donc, ça a autorisé en fait toutes ces revendications et voilà, ça a favorisé en fait cette effervescence très importante. Donc là-dessus, Milei, il arrive. Il s'appuie en fait sur après il y a tous les enjeux globaux de la situation en Argentine, qui est que l'inflation était absolument hallucinante, ce qui faisait que les gens, en fait, au début du mois, ils avaient strictement aucune idée de là où ils en seraient à la fin du mois. Maintenant, 1 an après Milei, et c'est là que c'est en train de changer en ce moment, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire que, donc, du coup, parce qu'il a quand même réussi à limiter l'inflation dans une certaine mesure, même si on a découvert que pas tant, enfin bon, je vous passe, je ne vais pas faire toutes les discussions économiques, parce que la situation économique est toujours très particulière là-bas, mais en gros, voilà, on a une pauvreté très importante, des gens qui récupèrent des choses dans des poubelles et qui les vendent, notamment des femmes qui font des férias dans une économie informelle dans les parcs des villes, un peu partout, mais qui sont complètement en fait nécessaires pour vivre au quotidien. Et du coup, voilà, un désengagement, le libertarianisme dans toute sa splendeur, un désengagement de l'État de toute forme d'aide, et donc du coup qui fait que dans les quartiers populaires c'est très difficile et que ça ouvre la place, enfin ça donne beaucoup de place au narcotrafic qui est en train de se développer, ce qui n'était pas forcément le cas en Argentine jusqu'à présent. Donc ça c'est un peu la situation générale. Et alors sur les questions en fait que là, voilà, moi j'évoque, c'est que Milei en fait se fonde aussi sur une approche masculiniste, très importante, c'est-à-dire qui est portée notamment par des jeunes hommes qui sont Uber ou Pedidoja, c'est les livreurs à vélo, mais en fait là-bas ils livrent tout, ils ont pas, beaucoup plus que nous. Et donc du coup qui sont dans cette idée qu'ils se font plein de thunes très facilement, et donc du coup c'est beaucoup porté en fait par ce type de personnes en fait, tout l'arrivée de Milei et d'ailleurs la politique de Milei, et c'est vraiment sur ça qu'il s'appuie. Et donc sur la question féministe, pour le moment, il ne peut pas tout remettre en cause, mais il a quand même déjà remis tout un tas de choses en cause, puisqu'il n'y a plus cette ligne téléphonique, il n'y a plus ce ministère, ils ont viré tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place. Après, il y a des formes de contre-pouvoir un peu institutionnelles. Par exemple, la province de Buenos Aires, elle donne de l'argent pour faire l'ESI, pour mettre en œuvre l'ESI, donc l'éducation sexuelle intégrale, contre l'avis de Milei au niveau fédéral. Donc en fait, il y a des contre-pouvoirs, et il y a une mobilisation en ce moment qui s'appelle Massessi, qui est donc plus, comme si on avait plus des VARS, qui s'organise autour de cette question, parce que c'est évidemment remis en cause dans les discours. Le quota trans, pour le moment, il tient encore, mais évidemment, dans les discours, il est remis en cause, et on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Mais ce qui est important, en fait, à avoir en tête, c'est que en fait, le 1er février, il y a eu une très très grosse manifestation qui est un peu la reprise de la contestation en Argentine, et elle venait vraiment des mouvements transféministes en fait, et des AG antiracistes et antifascistes qui se constituent en fait en ce moment un peu partout dans toutes les villes. Donc il y a eu une reprise le 1er février. Le mois de mars, il y a eu pas mal de mobilisations, de grèves. Il y a eu une grève générale le 10 avril. Donc on est à peu près dans cette situation-là. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, j'ai essayé de résumer à grands traits différents aspects. Mais bon, après, il y a aussi des choses qui... Mais voilà, donc voilà, je suis impliquée dans la revue Contretemps, j'ai fait plein d'entretiens, ça va sortir petit à petit d'ici cet été, donc n'hésitez pas, vous pourrez aller lire sur plein d'aspects différents, les AG antiracistes, antifascistes, sur la question du bilan du mouvement féministe, parce qu'il y a un autre débat très important, et c'est un débat que moi je pense qu'il faut qu'on ait aussi en France, c'est...
Le mouvement féministe, en fait, donc était donc très important, porté aussi par des jeunes vraiment jeunes, genre 14 ans, 13 ans, même moins, qui ont utilisé des modes d'action qui étaient utilisés après la dictature, qui s'appellent les escrache, où en fait, après la dictature, les militants, ils allaient devant les maisons des bourreaux pour les humilier, en fait. Et en fait, ça a été utilisé par des jeunes filles contre des jeunes gars pendant le mouvement féministe. Donc il y a toute une discussion autour du punitivisme et de qu'est-ce qu'on fait en fait de cette question justement des violences. Et donc bon voilà, il y a plein de bilans qui sont tirés de la formation féministe qui aurait dû avoir, qui n'a pas suffisamment eu lieu, qui a conduit aussi à ce type de truc. Du coup il y a plein de discussions évidemment sur comment on en est arrivé là, vous imaginez bien. Donc voilà. Je vous donne quelques éléments, quoi. Et je vous fais passer, si vous voulez jeter un œil, du coup, parce que je l'ai montré aujourd'hui au SNU IPP. Je vais poser une question. Encore merci et bravo. Alors, première question, la deuxième, on n'aura pas le temps certainement. Est-ce que le système capitaliste est capable de progresser sur le féminisme et de continuer à nous dominer même en étant féministe? Parce qu'il y a d'autres exemples, parce que le capitalisme est devenu démocratie. Et le terme de démocratie permet au capitalisme de nous dominer d'une façon absolument impeccable. Pourtant, ils sont démocrates. Ma deuxième question, mais vous reviendrez certainement, en quoi la littérature, la chanson, le théâtre, la musique, etc. ont contribué au combat féministe? Ça, c'est notre... Vous reviendrez. Je ne sais pas si allez-y, parce que je... Juste une info, en termes de chansons, le planning familial organise un concert à la MJC de la Garrigue le 6 juin avec Mimi Mitchell, voilà, qui est une chanteuse toulousaine féministe. Venez nombreux et nombreuses. Juste sur ça, alors évidemment là c'est un peu en dehors de mon sujet, mais la démocratie c'est une modalité dans le capitalisme et on voit bien en ce moment que il peut y en avoir d'autres. Voilà. On le voit pas que en ce moment, toute l'histoire le montre. Donc voilà. Bon, je sais pas exactement ce qu'était le sens de la question, c'est-à-dire est-ce que la démocratie c'est une garantie dans la lutte contre le capitalisme? Non, pas du tout en fait. Si c'est ça la question, pas du tout. On voit très bien nous ce qui se passe en ce moment. Donc, mais je pense que c'est un peu un autre sujet. Et après, sur la question du théâtre, de la littérature et tout, oui, énormément. C'est vraiment difficile de répondre à ça, mais parce qu'il y a plein de choses à dire en fait. Dans les années 70, oui, le théâtre a... il y a eu d'ailleurs, il y a eu une thèse là-dessus sur le théâtre féministe réalisée par Lorraine Wyss, qui revient justement sur la question du théâtre et dans la lutte féministe. Je crois qu'ici, dans le coin à peu près, alors je vais peut-être encore me gourer, mais il y avait le théâtre de la Carrière dans les années 70. Donc voilà, il y a une doctorante dont je suis le travail qui en fait en ce moment fait une thèse sur les femmes dans le mouvement occitan et breton. Et donc voilà, le théâtre évidemment ça a joué un rôle très important ça continue de jouer un rôle très important, ça a joué et ça continue de jouer un rôle très important dans le mouvement féministe, de la même manière que la littérature ou la chanson, donc de façons différentes, c'est-à-dire en faisant circuler des idées, en incarnant des questions, les chansons, les flash mobs, c'est des choses qui sont aussi très utilisées dans les manifestations, dans le cadre de lutte. C'est difficile, évidemment, mais bon, j'ai 12 000 exemples à donner, mais je ne sais pas si... oui, voilà, globalement ce que j'aurais à dire. Oui, pour ajouter à ce que tu dis, moi je sais que c'est un de mes rêves, c'est de travailler sur les chansons
occitanes qui parlent de la condition des femmes et qui sont des chansons traditionnelles qui sont très éclairantes sur ce que vivaient les femmes et que vivent encore certainement les femmes. La chanson des troubadours, il faut déjà partir de celle-là, du Moyen-Âge. Voilà, Tu as puis beaucoup travaillé il y en a plein, quoi. Oui. Bonsoir et merci pour cette superbe présentation. J'avais une question. Je représente une association queer de l'Albigeois et on remarque depuis quelques années également dans le milieu LGBT et surtout LGB une forme d'homonationalisme qui a été théorisée par Puard, je crois, Jasbir Puard. Et en fait, on a du mal à comprendre. Bon, nous, en tant qu'association, on s'est positionné politiquement contre les TERF, par exemple. Mais on a quand même, voilà, du mal à comprendre vraiment d'où ça vient, pourquoi, sachant l'histoire quand même et l'historique de la communauté LGBT. Aujourd'hui, voire, je crois que c'est 17% selon Tétu des personnes LGBT qui votent à l'extrême droite. Et voilà. Donc moi, c'est une question qui trouve pas forcément de réponse, mais qui en tout cas pose question. Et nous, dans notre militantisme, en tout cas, on y pense de plus en plus à comment récupérer cette communauté-là. Et donc voilà. Quand je vois qu'il y a aussi des TERF et des groupes féministes à l'extrême droite, voire même fascistes, hein, disons-le clairement, bah voilà. Alors c'est pas forcément une question, mais en fait, par contre, ce que je peux te dire, c'est que donc j'ai fait beaucoup de conférences aussi sur l'extrême droite parce que j'ai contribué à un livre qui s'appelle La résistible ascension sur les questions de genre extrême droite. Bon là, c'était pas vraiment l'objet de la conférence de ce soir, mais en fait, on me la pose quasiment systématiquement cette question dans plein de villes parce qu'effectivement. Mais c'est pas du tout un phénomène nouveau, ça, que des personnes qui sont les premières visées voient pas que justement c'est les premières visées. Enfin, je veux dire, c'est comme des personnes racisées qui vont voter pour des gens qui sont racistes. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a je mettrais ça un peu en lien, je sais pas trop, mais il y a aussi tous les enjeux de quelle société on veut construire, quoi, et peut-être avoir l'impression de se dire que en tant que personne LGB, on va pouvoir sortir son épingle du jeu en se fondant dans ce moule ça rejoint un peu sur l'idée que en fait. Enfin, ça, c'était dans Le Phare, du coup, ça peut t'intéresser. Hein. Tu peux aller voir en ligne, il y a un film sur Le Phare, il est génial. Et dans cette discussion, qui est filmée par Carole Roussopoulos, donc on est en 71, je pense. Et la discussion, c'est est-ce qu'être homosexuel, c'est révolutionnaire ? Et en fait, nous, on sait maintenant qu'en soi, être homosexuel, c'est pas révolutionnaire. Parce que justement, on peut très bien se retrouver à mener les politiques les plus pourries, néolibérales, etc., tout en étant homosexuel. C'est-à-dire que c'est pas en soi, voilà. Voilà. Mais après, évidemment que si j'avais une réponse, aussi d'autres avaient des réponses, ce serait génial. Je pense qu'il faut peut-être, tu vois d'ailleurs, organiser des débats, essayer de faire venir la communauté de façon générale, essayer de donner d'autres exemples. Effectivement, dans le bouquin de Jasbir Puard, il y a d'autres exemples peut-être sur d'autres pays qui peuvent permettre aussi de décentrer par rapport à la France et s'apercevoir que sous couvert de ça, on mène des politiques racistes. Mais je pense que c'est pas... je sais bien, ouais. Merci. Et juste aussi, je pense que même les associations ont un rôle à jouer là-dedans, dans le sens où, ça fait longtemps que je suis associatif aussi, et j'ai vu les associations en fait se dépolitiser aussi, c'est-à-dire devenir carrément, le mettre dans leur statut, nous sommes apolitiques, parce qu'elles veulent plaire à tout le monde, et même à ceux qui votent à l'extrême droite. Et donc en fait, on s'est un petit peu lissé, on s'est un petit peu polissé. Les prides aujourd'hui, ce sont des carnavals presque.
voilà, non, mais c'est vrai, voilà, c'est sans. Et peut-être qu'aussi on a notre responsabilité, alors je ne sais pas pour le féminisme, mais en tout cas la communauté LGBT, je pense qu'on tient aussi un rôle là-dedans, surtout les associations. Et voilà. Merci. Merci Thomas pour la piqûre de rappel. Moi cet après-midi au travail j'avais quelqu'un qui m'a parlé de l'EVARS. Au début je ne savais pas de quoi il me parlait et justement il m'a expliqué que c'était pour éduquer les jeunes à la pédophilie, les habituer à tout ça. Et je me suis dit mon Dieu, parce que cet homme était déjà venu à la permanence parlementaire et il se disait de gauche. Donc je me suis dit les soirées comme ce soir c'est quand même essentiel pour se former collectivement, même à gauche, parce que ce monsieur m'a fait dire il y a énormément de travail. Je me demandais aussi si toi tu avais des pistes au niveau municipal, vu que les élections municipales vont arriver, de comment faire vivre ces enjeux-là en fait au niveau municipal, nous dans nos programmes futurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les choses correctement. Alors là, tu me prends un peu à chaud, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense qu'effectivement, c'est des questions qui sont transversalisables au niveau municipal, clairement, et du coup, effectivement, je pense que c'est bien qu'on y réfléchisse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qui se rapporte aux emplois municipaux déjà, par exemple, les ATSEM, la revalorisation, enfin toutes ces questions-là, en fait, la mise en avant aussi de, puis pas que les personnels de périscolaire, de cantine, peut-être mettre en avant, en fait, peut-être organiser des débats, du coup, avec ces personnels-là sur leur situation, la revalorisation de leur travail, etc. Enfin, ça, c'est à un niveau, parce que c'est aussi, d'ailleurs, adossé à tout un tas de luttes dans la période récente. Les ATSEM, elles ont quand même, se sont beaucoup mobilisées. Il y a plein de choses au niveau du périscolaire qui peuvent se jouer, etc. Je pense que ça, c'est un niveau. Il y a tout ce qui se passe après, peut-être effectivement, autour des écoles en général, autour de l'EVARS, et afficher son soutien, les soutiens de la municipalité autour de ces questions, organiser des débats à destination des parents pour faire redescendre tout le marais. Je ne parle pas des parents d'extrême droite qu'il faut, à mon avis, de son lâcher l'affaire, mais tout le marais des parents qui se posent des questions par rapport à ça, du fait de cette médiatisation, cette agitation menée par l'extrême droite très forte. Donc organiser des débats municipaux autour de ces questions, je pense que ça c'est vraiment très important. Surtout par exemple, enfin peut-être plus là c'était le cas là au printemps, parce que bon j'étais en Argentine, mais je sais quand même un peu ce qui s'est passé et je sais qu'il y avait eu des débuts de soubresauts de mobilisation contre les VARS qui se sont organisés. Finalement ça n'a pas eu lieu, mais enfin plus ou moins, mais enfin ça a un peu eu lieu. Il y a eu effectivement des parents qui n'ont pas mis leurs élèves, enfin leurs enfants à l'école, etc. Mais je veux dire, ça a été pas aussi important que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Je pense que ça, c'est un autre truc important. Après, il y a tout ce qui se rapporte peut-être aux espaces, des espaces de discussion, l'ouverture de lieux, de maisons des femmes, ce genre de choses. La question de... je pense que ça, c'est des choses qui sont aussi importantes, quoi. Par exemple, dans les quartiers populaires, des espaces, des garderies, des crèches, tous ces trucs-là, en fait, tous ces services publics qui ont complètement... enfin, qui tendent à disparaître ou qui sont largement remis en cause parce qu'il n'y a pas une thune. Je pense que c'est aussi des choses à mettre sur le devant de la scène. Mais voilà, là, du coup, spontanément, ce que je pourrais te dire comme réponse, mais il faudrait évidemment réfléchir un peu plus précisément à comment ça peut s'articuler voilà, concrètement. Mais déjà, il faut que les femmes se présentent et on va avoir les premières municipales où il va y avoir parité totale sur toutes les listes dans tous les villages et toutes les villes. Donc ça va peut-être changer un peu la donne. Après, il suffit que les femmes n'aient pas toujours qu'être adjointes à l'éducation, aux espaces verts. Il faut aussi qu'elles aient un peu quelques missions régaliennes dans les mairies, sinon on va les cantonner à l'éducation. Hein.
Alors bonsoir. Je me pose juste une question, vu qu'on fait aujourd'hui de la politique avec les figures, est-ce que on peut utiliser, enfin, est-ce qu'on peut pardonner à certaines figures, pas forcément, évidemment, pas le machisme et donc les figures politiques historiques, hein, je parle. Par exemple, Jean Jaurès, on en parle, et je ne sais pas vraiment ses positions dessus, s'il en parlait, mais plutôt est-ce qu'on peut, comment dire, excuser certains silences sur ces questions du féminisme notamment, ou même, je pense aussi au pape décédé, le pape wokiste, qui, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais justement, moi je grince des dents parfois quand on parle du pape, parce que justement il y a ces questions-là, il était contre l'avortement, mais il y a d'autres questions aussi qui sont pertinentes, qu'il a abordées et qui étaient pertinentes. Alors est-ce qu'on peut continuer à utiliser ces personnages-là dans une volonté de garder ce contact avec ces figures-là? Voilà. Alors, moi je pense que oui. Enfin, par exemple, moi je suis marxiste, hein, et je pense que j'ai plein de désaccords avec Marx ou Engels, mais ils étaient aussi en fait très progressistes pour leur époque en réalité. Ils ont mis en avant le fait que l'oppression des femmes n'était pas naturelle. Ils ont réfléchi d'une certaine manière à l'émancipation, même s'ils n'ont pas du tout... ils ont subordonné la reproduction à la production. Enfin bon, on peut faire tout un tas de critiques, mais qui sont aussi liées au contexte dans lequel ils ont évolué, quoi. Voilà, moi j'aurais tendance à dire ça. C'est-à-dire qu'il y avait, bon là, voilà, j'ai pris cet exemple, c'est un peu le premier qui m'est venu, mais il y en a 1000 autres, des gens qui sont contradictoires, des gens qui ont fait des trucs super et en même temps plein de trucs merdiques. Et je pense que c'est aussi important. Enfin, par exemple, voilà, voilà, on parlait de Christine Delphy. Donc Christine Delphy, elle a beaucoup compté en fait dans le mouvement féministe, dans ses élaborations, même si elles sont discutables, même si elles sont critiquables. Aujourd'hui, elle a eu des discours, peut-être certaines personnes ici sont au courant, mais transphobes en fait. Mais elle est très âgée par ailleurs. Moi, on m'a déjà dit, oui, mais dans tes formations, tu parles de Delphi. Bah oui, mais en fait, dans les années 70, on ne pouvait pas ne pas parler de Delphi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas invisibiliser des gens pour des trucs qu'ils ont dit 20 ans plus tard, ou 40 ans plus tard. Mais même d'ailleurs d'autres féministes, hein, dans les 12 féministes de la gerbe du soldat inconnu, il y en a une autre qui est devenue très raciste aussi. Je ne crois pas qu'elle soit d'extrême droite, mais enfin elle a quand même des discours qui sont très compliqués. Elle était présente à ce moment-là, donc elle a moins compté que Delphi par exemple. Mais bon, et le pape, franchement, ça va peut-être faire rire tout le monde, mais moi je préfère un pape wokiste qu'un pape réactionnaire, raciste. Voilà, donc je trouve que quand même du point de vue de l'émancipation, c'est mieux. Un pape comme ça, alors ok, il est pape, quoi. Et oui, il est contre le droit à l'avortement, mais bon, ça me paraît mieux quand même. Que là, j'ai pas suivi dernièrement les discussions, mais il y en a un là qui est pressenti, qui est une tuerie. Lui, je suis pas trop. Enfin, on m'a pas me demandé mon avis, mais voilà, je trouve qu'en termes de signal envoyé, bon. Bon, merci pour cette brillante prestation. J'ai appris des choses. Certaines, je les savais, mais j'en ai appris pas mal. Et puis, j'ai pris des références aussi. Je voudrais apporter très rapidement 2 points. Un qui a été évoqué concernant les élections municipales et ce qui peut être fait dans le cadre d'une gestion municipale. Je crois effectivement qu'on peut mettre en place un certain nombre de choses sur les familles monoparentales, sur etc., les horaires décalés. Il y a des tas de choses. Il ne faut pas oublier qu'un maire est l'employeur premier, souvent dans une commune, dans les petites communes notamment.
Mais je voudrais surtout aborder ce qui a été dit par Christine, à savoir le fait que vraisemblablement pour les communes aujourd'hui de moins de 2000 habitants, donc ça vient d'être voté par le Sénat et ça va peut-être être validé par l'Assemblée, on arriverait à une parité également avec des mesures qui iraient jusqu'en 2032 pour que ça soit un peu plus digeste pour les petites communes, à une parité absolue hommes-femmes pour les élections, sur les élections de liste. Donc je voudrais savoir ce que tu en penses et ce que tu penses de cette obligation qui est faite par la loi de cette parité. Au regard de ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, on est en train de transformer, ou on essaie de transformer des femmes à devenir des hommes, en quelque sorte. Voilà, si j'ai bien retenu ce qui a été dit. Moi, je crois à la puissance de la loi qui protège. Et donc, j'ai là un petit paradoxe pour lequel j'aimerais avoir une petite explication. Merci. Oui, elle sera brève. Bonsoir. Je voulais savoir si tu as des infos au niveau des États-Unis depuis l'arrivée de Trump et la vague réactionnaire qu'il a mis en place. Et ces mesures, ces décrets à la chaîne, racistes, sexistes, etc. Et antiféministes, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en était des mouvements, notamment féministes, et peut-être de la réorganisation ou de la résistance dans laquelle ils rentrent? Est-ce qu'il en était peut-être aujourd'hui? Alors sur ça, j'ai pas beaucoup d'infos là, parce que voilà, par ailleurs j'étais ailleurs vraiment. Donc sur comment le mouvement s'organise, je sais pas. Ce que je sais, c'est après ce qu'il a mis en cause, les mots qu'il a demandé de supprimer, les chercheuses états-uniennes sur les questions de genre et la situation en fait, ce que ça conduit en fait en termes de recherche sur les universités. Enfin bon, tout ça j'ai un peu suivi, mais en termes de réponse en fait militante, là en ce moment je sais pas trop. Il y a quand même des contestations régulières quand il y avait eu la mise en cause du droit à l'avortement, il y avait eu des manifestations importantes, etc. Là c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, je me souviens plus, mais là je sais pas, donc je vais pas développer. Merci d'avoir posé cette question parce qu'en fait il y a une mécompréhension alors je suis très favorable aux mesures de parité. Parce que je pense que c'est une façon de donner confiance en fait. Et c'est une manière de dire pour des femmes qui n'osent pas, qui se sentent pas légitimes, etc. D'imposer en fait le fait que bien sûr elles sont légitimes. Bien sûr elles ont tout à fait les capacités, etc. Et donc du coup après ça produit des effets. D'ailleurs, on voit très bien, il y a une accélération assez importante dans la vie politique dans la dernière période de ce point de vue. Même si elles sont encore toujours très minoritaires, en fait, parce qu'il y a des contournements qui sont opérés et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas... je suis en désaccord avec ce discours qui consiste à dire que la parité, ça fait justement des potiches qui sont là parce que ce sont des femmes et que du coup qui ne seraient pas légitimes. Je pense que c'est évidemment pas du tout ça qui ça produit en fait, parce que les femmes sont tout aussi légitimes que les hommes. Simplement, elles n'ont pas la confiance pour se dire qu'elles sont en capacité de le faire. Et donc du coup, l'imposer. Ça produit des effets. Quand je disais être un homme comme un autre, c'est déjà, je parlais plutôt de... après, dans la manière de... Ça peut aussi très bien, effectivement, s'entendre dans la manière de faire de la politique. Mais c'est pas le fait de faire de la politique. Le fait de faire de la politique, le fait de travailler professionnellement, là, moi, je parlais de comment on travaille. C'est-à-dire, est-ce qu'on est performante, disponible? Est-ce qu'on met la pression à tout le monde? Est-ce que on est... quelle manière, quelle façon on a de travailler de la même manière que quelle façon on a de faire de la politique? On peut très bien... la parité, c'est plutôt un truc qui permet de faire s'exprimer politiquement des personnes qui ne l'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu ces mesures-là, qui du coup vont s'en saisir et faire de la politique à leur manière. Moi, c'est ça que je veux dire, vraiment.
Et je pense que c'est un peu ce qui se passe. On a des femmes politiques qui émergent, qui sont pas dans les manières antérieures de faire de la politique, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça ouvre le champ des possibles, ça permet aussi d'ailleurs à d'autres femmes de se dire, bah tiens, moi aussi, en fait, je pourrais. J'ai une manière de parler qui est comme ça, même dans la manière de parler, en fait. Où on ne parle pas forcément, enfin, on ne rentre pas dans le type de pratique politicienne antérieure, largement mise en avant par des hommes. Donc non, moi je pense que ça c'est des choses, en fait c'est nécessaire, hein, quand je parlais, mais même là quand je parlais du quota trans, hein, je pense, les quotas, moi je pense que c'est des encouragements en fait. C'est du coup des trucs qui font exister des problèmes, des limites, et même au niveau militant, hein, au niveau des organisations syndicales. Par exemple, moi je suis pour des doubles listes, voire des triples listes d'inscrites, du coup qui favorisent le fait que, vous devez connaître ça, 18 hommes inscrits, puis 2 femmes à la fin. Si on fait remonter aussi des femmes, on se dit qu'il y a d'autres femmes dans la salle qui du coup vont davantage prendre la parole, ce type de choses. Ça, c'est des mesures, voilà, à mon avis, d'incitation qui permettent un peu de faire bouger les lignes. Merci. Merci à vous. Bon, merci à vous de votre présence. Donc, je vous rappelle, il y a un chapeau. Si vous voulez des informations sur la JET, vous pouvez donner vos adresses mail. Puis rendez-vous à la prochaine conférence. Et merci encore Fanny pour ta brillante conférence. Merci.